Docteur Olivier Katz, bonjour, vous êtes un peu le monsieur médecine de la MENA. Or à la MENA, on s'intéresse beaucoup depuis le début de la semaine à une nouvelle théorie médicale qui pourrait expliquer une bonne partie des mystères concernant le comportement au demeurant erratique de la pandémie actuelle. Il semblerait, Olivier, que le vrai tueur ne soit pas le Covid-19, mais une bactérie assez anodine de la flore intestinale, présente chez tous les êtres humains, et qui s'appelle la Prevotella. Mais la dite Prevotella serait excitée par le Covid-19 et deviendrait un monstre, tout d'un coup, qui détruirait les êtres humains en déclenchant un orage de cytokines. Alors ma première question, Olivier, c'était pourquoi cette explication semble plus prometteuse que les précédentes. Bonjour Stéphane, et bonjour aux auditeurs. Donc effectivement, cette prévôté-là, c'est l'hypothèse la plus récente qui a été évoquée pour comprendre le mécanisme d'action du Covid. Jusqu'à présent, on s'est dit le Covid-19, c'est un virus comme une autre, on le traite comme un virus, mais il a quand même un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas classiques pour un virus. Donc on a cherché d'autres solutions. On s'est dit, est-ce que ça pourrait pas être plutôt une atteinte de l'hémoglobine ou du transporteur d'oxygène, puisque l'atteinte pulmonaire est majeure. On a cherché et pour l'instant on n'a pas trouvé encore de schéma qui permettait de l'expliquer clairement. Donc il y a des gens qui se sont intéressés dès 2017, notamment un certain Jeff Madura-Larsen, à une bactérie intestinale, la fameuse Prevotella dont vous parliez tout à l'heure. Et on a déjà pu montrer que cette Prevotella était responsable d'une réaction inflammatoire majeure, parce qu'elle larguait en fait un certain nombre de médiateurs de l'inflammation. Et quand en février 2020, il y a une étude sino-américaine qui a réussi à établir le lien entre le SARS-CoV-2 et la Prevotella, il y a des gens qui ont commencé à chercher quel pouvait bien être le rapport entre cette Prevotella et tous les signes cliniques que l'on rencontrait dans l'infection à Covid-19. Olivier, juste, je me permets de vous interrompre, le SARS-CoV-2 pour nos auditeurs, c'est le Covid-19 en fait, c'est bien ça? Tout à fait. Okay. Alors, le SARS-CoV-2 ou le Covid-19 ou le coronavirus ou le nouveau coronavirus suivant les idées des uns ou des autres, c'est exactement la même chose, c'est le même produit, c'est ce qui nous embête actuellement, c'est le fameux virus qui fait des dégâts sur toute la planète. Donc on a pour reprendre le cours de votre réflexion, on a ce virus qui n'est pas forcément un virus dévastateur non plus, hein, mais il agit, ou il semble agir, on est toujours dans une hypothèse qui n'a pas encore été vérifiée, je le rappelle à nos auditeurs, on discute d'une hypothèse, et ce virus exciterait une bactérie assez anodine qui n'est pas mortelle en soi quand on la trouve dans son environnement normal, non excité à l'intérieur d'un corps humain. Et puis c'est cette espèce de mariage, en tout cas cette rencontre entre le Covid-19 et cette bactérie génère une mutation monstrueuse ou une plus grande virulence de la part de la bactérie qui peut s'avérer mortelle. C'est bien ce qui se passe, Olivier? Tout à fait. La Prevotella, c'est une des bactéries, comme il y en a des centaines de millions dans le tube digestif, elle existe de façon, ça profite, c'est-à-dire qui ne pose pas de problème et qui ne dérange personne, chez la totalité des êtres humains. Elle n'est pas répartie de la même façon en fonction des âges, en fonction des sexes, etc. C'est ce qu'on va voir, parce que c'est justement ce qui fait cette différence d'atteinte suivant les individus, mais elle existe à l'état stable chez tout le monde. Donc le seul élément qu'on ne maîtrisait pas et qu'on a essayé de comprendre, c'est pourquoi est-ce que le fameux Covid-19 pouvait agir sur la Prevotella, et à partir du moment où le Covid-19 excitait la Prevotella, elle devient très active, et cette activité se résume essentiellement par ce qu'on a appelé un orage de cytokines. Donc en fait une hyper-réaction immunitaire, et c'est cette réaction immunitaire inflammatoire majeure qui va être responsable du grand nombre de décès chez les patients qui sont atteints. Alors, ce phénomène pour l'instant, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, encore une hypothèse, mais en tout cas,
il remplit à peu près toutes les cases des éléments qui jusqu'à présent n'étaient pas expliqués par le Covid. Il pris isolément, et c'est pour ça que cette hypothèse est intéressante. On va peut-être y revenir un peu plus tard dans notre discussion, mais d'abord pour qu'on cerne bien la discussion et surtout nos auditeurs puissent suivre. Vous venez de parler d'un orage de cytokines. C'est un terme qui revient souvent dans la littérature que nous avons consulté depuis le début de la semaine. C'est quoi précisément, Olivier, un orage de cytokines? Alors, une cytokine, c'est une protéine, en fait, une glycoprotéine comme on veut, mais qui a une faculté tout à fait spécifique, c'est qu'elle va sécréter un certain nombre de produits, et ces produits eux-mêmes vont être responsables d'une réaction inflammatoire. Donc, chaque fois que la cytokine va être excitée, elle va générer un produit qui, lui, va aller se fixer sur un récepteur spécifique à ce produit, qui va créer une réaction en cascade, en fait, qui va stimuler une autre cytokine. On va passer par des systèmes de type interféron, interleukine, ou en tout cas des cellules qui, chaque fois, vont sécréter quelque chose, et ces sécrétions vont être responsables de toute la symptomatologie qu'on retrouve dans l'inflammation générale et dans l'infection à Covid en particulier. Ouais, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et puis, est-ce qu'on a une idée de la manière dont un virus peut changer une gentille bactérie en monstre tueur? Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type de réaction dans la jurisprudence médicale? Alors, c'est possible qu'il y ait d'autres exemples, mais moi je ne connais pas pour l'instant de système qui soit du même ordre et qui puisse, qui ait été expliqué jusqu'à présent. C'est pour ça que le mécanisme étant tout neuf, on peut envisager des hypothèses, mais on a beaucoup de mal à avoir des certitudes sur son mode d'action. Je comprends tout à fait. Mais comme vous l'avez aussi dit, on possède tous des milliards de bactéries dans son corps. Elles sont absolument indispensables à la vie, faut le rappeler pour les gens qui ne sont pas des professionnels. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas remarqué que le Covid-19 réagissait avec d'autres bactéries que la Prevotella. Donc, est-ce qu'il serait envisageable, en tout cas au niveau de la théorie, que le Covid-19, son action néfaste, nocive, ce soit simplement parmi des milliards de bactéries, cette rencontre peut-être fortuite avec le Covid-19? Alors, d'abord, le Covid-19, semble-t-il, peut agir sur d'autres bactéries que la Prevotella. Certains ont évoqué des corynébactéries, des choses comme ça. Donc, en tout cas, c'est effectivement cette Prevotella qui, de par le produit de cette activation, va être responsable de la dangerosité de la maladie. Donc, c'est effectivement la rencontre, comme vous disiez si bien, fortuite entre la Prevotella et le Covid qui en fait la dangerosité. Il y a sûrement d'autres interactions qui existent, mais comme elles n'ont pas d'expression clinique qui soit suffisamment dangereuse pour l'humanité, finalement on ne s'en rend pas compte. C'est de nouveau une réponse très claire. Mais en réalité, le profane que je suis, il se dit qu'on fait face en fait à une épidémie de Prevotella, pas de Covid. Ben, si l'hypothèse est fondée, Olivier, c'est la Prevotella qui est excitée par un virus au demeurant aussi anodin qu'elle, et on n'est pas en présence d'une épidémie de Covid-19. Le virus, c'est lui qui serait l'agent provocateur et pas le tueur. Le tueur, donc celui avec lequel nous avons un problème, celui qu'il faut éradiquer le plus rapidement possible, c'est la Prevotella, pas le Covid-19. Est-ce que je me trompe? C'est pas que vous vous trompez, c'est juste que le mécanisme peut être résumé de façon aussi simple. À partir du moment où la bactérie existe à l'état normal chez tout le monde, ça peut pas être la bactérie elle-même qui est responsable de l'épidémie. L'épidémie vient du fait que cette bactérie, ou du moins que l'état de cette bactérie a été transformé par le virus. Donc, c'est ce que j'appelle excité, mais le tueur, ça reste la bactérie, c'est-à-dire parce que on essaie de rester proche de ce qui se passe dans les hôpitaux. La personne qui va mourir d'une pneumonie, cette pneumonie, elle va être d'origine bactérienne et pas comme on pensait jusqu'à maintenant être l'effet immédiat et direct du Covid. C'est donc le Covid
qui agit comme agent exciteur de la bactérie et la bactérie qui tue. Est-ce qu'on est dans la cascade correcte? Tout à fait, mais c'est à peu près comme si vous m'expliquiez qu'on a une armée et que l'armée en tant que telle est dangereuse et est responsable d'une tuerie quelconque. Si on ne lui a pas donné d'ordre, si on ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire, qu'on ne lui a pas donné le matériel pour qu'elle le fasse, qu'on l'a pas mis dans un état où elle était capable de tuer, une armée en tant que telle, c'est pas dangereux. La prévôté là, c'est la même chose. En tant que telle, la bactérie n'est pas dangereuse. S'il n'y a pas un élément extérieur qui vient lui changer son état pour qu'elle devienne tueuse, c'est pas une bactérie dangereuse en tant que telle. Donc éradiquer la prévôté-là, ça sert à rien. Puisque on en a besoin de toute façon, et que si elle n'est pas excitée par un Covid, elle n'est pas dangereuse. Alors, c'est vrai, ce qu'on peut dire, en fait, et je rebondis sur votre réponse, c'est qu'il y a une armée qui tue, mais pour tuer, elle a besoin d'un ordre, d'un général. Puis en fait, on pourrait imaginer qu'on peut à la fois soit tuer le général, donc l'armée reçoit pas l'ordre, donc ne tue pas, soit tuer l'armée, et le général, il peut donner tous les ordres qu'il veut, mais il n'y a personne qui les réalise. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que cette prévôté-là est absolument nécessaire dans notre flore intestinale, ou c'est une bactérie dont on peut se passer s'il faut l'éliminer par des antibiotiques? Alors, on ne sait pas si elle est nécessaire. Tout ce qu'on sait, c'est que sa proportion dans la flore intestinale a une certaine importance. On sait notamment que, par exemple, chez les obèses, il y a moins de prévôté-là, et cette raréfaction de la prévôté-là pourrait même être à l'origine de ce surpoids. Donc, éliminer complètement la prévôté-là ne me semble pas la meilleure solution pour régler l'épidémie. Et on pourrait imaginer qu'en diminuant sensiblement la prévôté-là dans le corps d'une personne, mais sans l'en éliminer complètement, on pourrait diminuer ou exclure les facteurs qui portent atteinte à la vie des gens. On pourra toujours essayer, mais là, il y a quand même un certain nombre de preuves qu'il faudrait apporter à l'appui de ce genre de thèse pour pouvoir dire que c'est ce qu'il faut faire. Franchement, j'ai beaucoup de mal à dire comme ça simplement qu'on peut régler artificiellement le taux d'une bactérie pour essayer de rester en dessous du seuil dangereux. Aucune idée. On est bien d'accord, mais on travaille dans notre interview toujours sur la base de l'hypothèse de cette nouvelle théorie, bien entendu. On est au cœur du sujet là, parce que ce qui a mis les chercheurs sur la piste de la prévôté là, c'est ce que vous avez commencé à nous expliquer, c'est le fait qu'elle est responsable de tous les paramètres épidémiologiques et symptomatologiques de cette pandémie. On a trouvé un agent qui faisait exactement les dégâts qu'on constatait sur les malades qu'on pensait être les malades du virus. Alors, de quels paramètres parle-t-on? On sait que, par exemple, c'est une bactérie qui s'attaque surtout aux vieux et pas aux jeunes. Donc pourquoi aux obèses et pas aux gens qui sont plus maigres, plutôt aux hommes plutôt qu'aux femmes? Donc quels sont en fait ces paramètres dont nous parlons et qui constituent la nouvelle théorie? Alors c'est justement là où l'utilisation de cette théorie de la prévôté est intéressante parce que on a tous en tête ces caractéristiques spécifiques de l'épidémie de Covid et on sait que ça ne colle pas bien avec un virus. Par contre, avec cette théorie de la prévôté là, on comprend très bien pourquoi les enfants sont épargnés, par exemple, parce qu'en fait il y a très peu de prévôté là dans la flore intestinale de l'enfant. Donc comme il n'y a pas de cible du Covid, il n'y a pas de réaction immunitaire, il n'y a pas de symptômes. Donc on comprend très bien aussi pourquoi les sujets âgés ou ceux qui ont des comorbidités sont plus atteints que les autres. Parce qu'en fait la proportion de prévôté-là va augmenter dans la flore intestinale en fonction de l'âge, du nombre d'infections pulmonaires ou des autres pathologies inflammatoires. On comprend très bien aussi pourquoi les femmes sont moins touchées. Parce que la bactérie est déjà présente habituellement au niveau vaginal chez les femmes. Et donc l'organisme est déjà habitué à lutter contre ces prévôtés-là et il a moins de chances d'être
base d'antibiotiques était efficace. Ça me voit parce que... Olivier, on va peut-être y revenir quand on va se poser la question qu'est-ce qu'on fait à partir de cette hypothèse, mais on peut continuer sur la compréhension globale avant d'y arriver, parce que ce qui nous surprend en écoutant votre réponse, c'est que en fait la Prevotella est une vieille connaissance des médecins et il existe des spécialistes de cette bactérie, de son fonctionnement, à l'instar du savant danois que vous avez cité, Jeppe Madura Larsson, qui nous a d'ailleurs passionnés avec l'article scientifique qu'il a publié sur les actions symptomatologiques de la Prevotella. Et on rappelle que cet article qui fait aujourd'hui référence date de 2017, alors qu'on n'avait absolument aucune connaissance de cette corrélation entre le virus et la Prevotella. Est-ce qui la rend inattaquable, ce qui donne son sens absolu à la symptomatologie. Donc on peut pas accuser ou soupçonner ce savant d'avoir adapté son discours à la mode actuelle et à ce qu'on recherche. Donc c'est un outil qui est très intéressant. Et ma question est: comment se fait-il que ces spécialistes de la Prevotella, comme ce monsieur Larsson, n'aient pas beaucoup plus rapidement remarqué que les symptômes dont souffraient et mouraient les malades de l'épidémie étaient ceux qu'ils avaient identifiés pour la Prevotella? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ce lien plus rapidement, puisque nous, qui ne sommes pas enfin je parle pour moi, mais qui suis pas ni un médecin ni un chercheur en médecine, quand j'ai vu la liste des actions de la Prevotella dans l'article de Larsson de 2017, je me suis dit mais c'est exactement ce dont meurent les patients du Covid. Mais ce que disait Larsson à l'époque, c'était que la Prevotella était capable de créer une réaction inflammatoire majeure et que les signes qu'on voit avec le Covid sont des signes de réaction inflammatoire majeure. Alors, la relation entre les deux, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, je n'ai pas de contact particulier avec ce monsieur Larsson, mais c'est pas évident de penser qu'un virus qu'on envoie comme ça va avoir une action sur un système que lui a étudié dans un contexte complètement différent, et même si le résultat est le même, du moins l'inflammation est la même, on peut admettre que n'importe quelle inflammation majeure va donner exactement les mêmes signes que l'excitation de la Prevotella. Tout à fait, ouais. Mais c'est pas le seul chercheur qui connaît cette bactérie. Donc, même, je reste surpris par le fait que ces symptômes, cette symptomatique qui a l'air évidente, elle n'a pas fait sursauter plus vite. Je pense qu'ils ont sursauté quand même. Je pense qu'on leur doit le fait de ce questionnement et d'être arrivé où on en est. Mais ça fait déjà 3 mois que le virus fait des ravages, ou que la bactérie fait des ravages. Le général et l'armée, c'est toujours, on revient à cette image. Alors là, comme on l'a promis, on se reconcentre sur les éléments pratiques de cette étude, et on se demande, et je vous demande, est-ce que la pharmacopée actuelle possède les médicaments nécessaires pour combattre la Prevotella? Alors, oui, la réponse est très clairement oui. À partir du moment où on sait que la Prevotella, c'est une bactérie gram négatif, donc on sait qu'il existe un certain nombre de produits, et notamment, pour parler très clairement, des antibiotiques, qui sont capables de traiter n'importe quelle bactérie gram négative qui va se présenter. Alors, la difficulté, c'est que justement, c'est pas n'importe quel antibiotique, il faut des antibiotiques un petit peu spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les traitements qui ont été jusqu'à présent plébiscités pour essayer de résoudre cette épidémie, il y a eu, ce dont on parlait tout à l'heure, les fameux traitements du docteur Raoult, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et dans cette association, contrairement à ce qu'on a bien voulu nous faire croire, c'est pas l'hydroxychloroquine qui est le produit le plus intéressant. C'est les antibiotiques. L'azithromycine qui est un antibiotique, et cette azithromycine va avoir dans son spectre la Prevotella. Que l'azithromycine est capable de faire disparaître la Prevotella et donc d'éviter ce fameux orage cytokinique.
deuxième système thérapeutique qui a été mis au point par un docteur qui s'appelait Baliar Franco, qui utilisait aussi une association d'antibiotiques, du métronidazole et d'aspiramycine. Alors, Olivier, ces antibiotiques, est-ce que c'est des développements nouveaux, c'est des antibiotiques de pointe, des médicaments de pointe, ou c'est des médicaments archi connus? Ah non, c'est des médicaments connus. C'est pas des antibiotiques classiques, c'est-à-dire que la Prevotella est résistante à un grand nombre d'antibiotiques qu'on connaît. Mais il y a des choses très classiques, par exemple l'association amoxicilline et acide clavulanique, que tout le monde connaît sous le nom d'Augmentin, qui est capable à lui tout seul de traiter une Prevotella. Donc il y a des médicaments classiques, pas des antibiotiques avec une pénicilline de base ou avec un antibiotique. J'ai une obligation là, hein, c'est de répéter que c'est dans l'hypothèse où cette théorie s'avère exacte qu'on pourrait utiliser de l'augmentine pour combattre la Prevotella. Tout à fait. Hein, pour pas donner de faux espoirs, il y a beaucoup de gens qui sont malades ou qui connaissent des gens malades qui nous écoutent. Donc si cette théorie est avérée, on a tous les antibiotiques nécessaires à disposition pour combattre cette bactérie. Donc c'est ça? Tout à fait. Ces médicaments existent déjà. L'azithromycine est donnée assez facilement dans les pathologies pulmonaires. Donc le terme commercial s'appelle les Hydromax. C'est des produits qui sont utilisés déjà depuis un certain temps et qui ont une bonne efficacité sur la pathologie pulmonaire. Donc, effectivement, dans le cas où cette hypothèse est la bonne, on peut dire qu'on peut traiter sans difficulté quelqu'un atteint par du Covid-19 par des antibiotiques en le donnant au bon moment. Ça, faut encore discuter si on le donne dès le début, seulement dans des formes graves, etc. En tout cas, dès qu'il y a une atteinte pulmonaire, la logique voudrait que des antibiotiques soient efficaces et puissent traiter le problème beaucoup plus facilement que ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'intubation qui, en fait, va générer un certain nombre de rentrées de germes. Elle servirait à rien, l'intubation, si on arrive à réduire l'infection, en fait. J'ai pas compris, excusez-moi. Je dis, l'intubation serait inutile si on arrive à combattre l'infection qui crée cette atteinte pulmonaire. Tout à fait. Non seulement elle serait inutile, mais en plus elle serait délétère. Elle va permettre d'apporter des nouveaux germes à un endroit où c'est pas la peine de rajouter de nouveaux, il y a déjà ce qu'il faut. Ah, c'est très intéressant. Donc, si on va un petit peu plus loin, la piste des vaccins, toujours pour autant que la théorie soit vérifiée, ou la piste du professeur Raoult et sa chloroquine, eh ben on peut les oublier. Et puis l'espoir, on reste dans le domaine pratique, on essaye en tout cas, c'est qu'on devrait pouvoir immédiatement administrer ces deux antibiotiques aux patients et les guérir peut-être, non? Alors oui et non. Ce que fait le docteur Raoult, c'est tout à fait cohérent puisque c'est pas l'azithromycine à son traitement. Donc le traitement du docteur Raoult est cohérent avec le mécanisme d'action par la Prevotella. Le vaccin est cohérent aussi dans le sens où si on élimine le Covid, on a éliminé le vecteur qui déclencherait la sortie des cytokines au niveau de la Prevotella. Donc on ne peut pas dire qu'on résout entièrement le problème par les antibiotiques. On peut garder la possibilité d'un vaccin, mais il est sûr que ça devient moins prégnant que si on se retrouvait sans aucune possibilité de traitement et qu'il fallait absolument vacciner toute la population contre le Covid. Tout à fait. Donc on pourrait si ces deux antibiotiques, ce cocktail d'antibiotiques fonctionne, eh bien on pourrait en fait très pratiquement déclarer le déconfinement à peu près partout et au même moment. Je serais tenté de dire oui, c'est pas moi qui prends la décision, donc c'est facile de le dire comme ça. C'est dommage, on le regrette Olivier. Certes, mais en attendant, je pense qu'effectivement, si on traite correctement par antibiotiques les gens atteints, on n'aura plus de forme grave, et donc le confinement ne se justifierait plus. J'ai une question personnelle, c'est toujours l'aspect pratique, on a vu l'aspect théorique, on sait comment ça fonctionne, on sait maintenant comment contrer
cette propagation de l'infection. Et maintenant, une question plus personnelle aux praticiens, elle s'adresse dans l'état de nos connaissances, hein, ce mardi. Je répète qu'on a travaillé, c'est pas nous qui avons fait ces découvertes scientifiques, mais on a peut-être eu le mérite de les observer et de les synthétiser. Donc, d'après ce qu'on sait, dans ces 3 jours, on est en état de terrain, on n'a pas eu plus de temps, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Olivier, si aujourd'hui, ce mardi, vous aviez un proche ou un patient qui souffrait des symptômes du Covid-19, est-ce que vous lui prescririez ces antibiotiques? À partir du moment où, de toute façon, dans toutes les pathologies pulmonaires, on peut prescrire des azithromycines, par exemple, moi je verrais aucun inconvénient à traiter l'un de mes proches dans ces circonstances-là par l'azithromycine. Autant à l'époque... Aucun inconvénient, soyons clairs, hein, on n'a pas l'habitude à la MENA, ni vous ni moi, d'utiliser la cuillère de bois. C'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. Voilà au moins une... Non, autant c'était non pour l'hydroxychloroquine quand on en a parlé au début parce que je n'en comprenais pas le mécanisme et j'en voyais pas l'intérêt. Ouais. Donc l'antibiotique, la réponse est oui. Mais à part ça, la chloroquine, on sait qu'elle a des effets secondaires qui peuvent être assez graves, tandis que ces antibiotiques, on connaît tous les médicaments ont des effets secondaires, les antibiotiques aussi, mais on sait très bien les gérer, n'est-ce pas? On sait gérer les effets secondaires de l'hydroxychloroquine aussi. Ils sont essentiellement de type cardiaque. On sait que si on fait un électrocardiogramme avant de la donner au deuxième jour, on a moins de chances d'avoir des problèmes. Mais dans les deux cas, le fait d'avoir des effets secondaires, même s'il faut en tenir compte, ne doit pas nous arrêter dans la prescription. Si on considère que la prescription d'antibiotiques est nécessaire parce que l'état pulmonaire est plus grave que le risque qu'on prend avec l'antibiotique, je ne vois aucun risque à en donner. Médicalement, c'est ça existe dans le cadre des prérogatives du médecin, donc vous avez le droit pour une infection au Covid-19 de prescrire ces antibiotiques. Bien entendu, l'azithromycine est déjà prescrite de façon, on va dire, habituelle pour toutes les surinfections pulmonaires. Donc, ce qui se passait au début et dans l'utilisation classique avant qu'on parle de cette fameuse Prévotella, c'est qu'on traitait les gens par par acétamol pendant un certain nombre de jours, et quand la situation devenait trop inquiétante et que le tropisme pulmonaire était beaucoup plus gênant, on rajoutait un antibiotique. Alors, peut-être pas toujours de l'azithromycine, mais beaucoup de gens quand même donnaient de l'azithromycine facilement et se rendaient compte que ça améliorait la situation. On a sauvé un certain nombre de gens jusqu'à présent grâce à l'azithromycine, même sans avoir une idée du mode d'action. On comprend. Et on reste quand même un peu surpris de constater, toujours dans l'hypothèse que cette théorie soit exacte, que l'économie mondiale se retrouve en fait au tapis suite à la réaction d'une bactérie somme toute banale et curable. Ça, effectivement, mais là après, ça devient un problème soit politique sur lequel je vais avoir du mal à avoir un avis cohérent, soit philosophique, et ça m'intéresse un peu plus. Parce qu'en fait, cette pandémie, c'est peut-être qu'un avertissement pour nous faire comprendre que notre mode de vie est largement trop consommateur de produits de la planète et qu'on pourrait peut-être revoir un peu notre façon et de manger et de vivre, etc. Parce que c'est quand même un virus qui a un tropisme digestif et le mode d'action par hyperinflammation doit quand même nous interpeller. Parce que les gens qui sont les plus atteints, du moins chez ceux chez qui le virus est le plus dévastateur, sont ceux qui présentent ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Alors, un syndrome métabolique, c'est en gros l'association d'un diabète, des triglycérides, d'une hypertension artérielle, d'une obésité, etc. Tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler simplement une pathologie de la civilisation, une pathologie du siècle. Donc peut-être que le Covid-19 peut juste nous rappeler qu'on est allé trop loin, qu'il faut revenir à des éléments de base, à notre rapport avec la nature qui soit beaucoup plus cohérent,
le fait qu'il soit né d'une interaction entre l'homme et la nature en passant ou pas par la chauve-souris, par le pangolin, tout ce qu'on veut, également nous fait penser que l'homme doit revoir son rapport avec la nature. Ça semble évident, et aura-t-il cette sagesse, on le verra, ou est-ce qu'il répond simplement à des stimuli liés aux conditions du marché? C'est une autre question. Est-ce que l'individu, pas pour lui tout seul, mais en groupe, peut avoir le type de réaction philosophique qui serait, je crois qu'on est tous d'accord, qui serait bénéfique? En tout cas, s'arrêter un peu et se poser des questions sur notre mode de vie, ce serait certainement pas en mal. Mais le ballon, on peut aussi le renvoyer dans le camp des médecins, parce qu'il y a une question qu'on est en droit de se poser, une question légitime. Est-ce qu'il manque pas une banque de données au niveau mondial ou en forum permanent de spécialistes des épidémies qui aurait pu et dû envisager ce mode de propagation virus-bactéries de manière systématique? On a vraiment l'impression d'abord que c'est très mal organisé, ensuite c'est chaque pays pour lui-même, et puis qu'on est complètement pris au dépourvu, alors que s'il y avait, je sais pas, un grand institut, une grande université mondiale qui s'occupait précisément de ce genre de réaction possible et qu'il étudiait en amont, eh bien, et qui pouvait donner en temps réel, au moment de l'expansion d'une pandémie, eh bien, ces directives, en tout cas ces directives pour le sens de la recherche, eh bien, ça aurait pu nous aider. Alors qu'on se rend compte que ce centre, pour être très précis, la possibilité d'une coaction entre un virus et une bactérie, alors que je reste sur cette idée, on aurait dû presque immédiatement reconnaître que les effets qu'on constate sur les patients sont les effets spécifiques de cette bactérie. Eh ben, j'ai l'impression quand même qu'on institue, on a l'OMS, on a des institutions qui coûtent très cher, qui ont d'ailleurs irrité le président américain au point qu'il a coupé son financement de l'OMS, mais peut-être qu'il n'a pas entièrement tort, et peut-être que ce sont des institutions qui se sont endormies et qui ne présentent pas les aspects fonctionnels et pratiques dont on peut avoir besoin et qui nous semblent nous manquer aujourd'hui, Olivier. Mais dans un monde de bisounours, vous avez parfaitement raison. Ok. Si on considère que le monde est un seul grand village et que tout le monde peut s'entraider et que on peut essayer d'avancer tous ensemble, je pense qu'effectivement c'est la démarche qu'il fallait adopter. Le problème, c'est que on se retrouve dans un système où c'est un système de bordel, soyons clairs. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a eu plus de virologues qui se sont découverts cette passion depuis 3 mois que de tous ceux qui ont étudié la virologie depuis des dizaines d'années. Donc, y compris nous, soyons honnêtes. Moi, je suis un modeste journaliste et un pilote d'avion, et puis vous êtes un grand spécialiste de cardiologie. On n'est pas des virologues non plus. Bien entendu. On a fait comme tout le monde. On s'est adapté aux recherches autour de nous. On s'est dit, on peut essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais dans un système classique, il y a une hiérarchie. Un professeur de virologie de l'INSERM, par exemple, en France, ou même de l'Institut de la Méditerranée, ça m'est tout à fait égal, c'est pas le nom en question qui va changer quelque chose, a une certaine expertise qui fait que son avis comptera plus que celui de la personne qui, au PMU, discute avec son voisin pour savoir si le virus est dangereux ou pas. Donc, cette hiérarchie a été complètement battue en brèche. D'abord parce que les gens sont confinés et qu'ils ont le temps de tout lire, et en plus parce qu'il y a des théories complotistes qui sont sorties dans tous les sens et qui expliquaient qu'on ne s'intéressait pas aux travaux de l'un ou de l'autre parce qu'ils n'étaient pas dans le cours Main Street. On a changé complètement la hiérarchie de la virologie et de la science en règle générale, qui fait qu'on n'a pas pu apprendre grand-chose des interactions entre les différents chercheurs. Le deuxième élément que vous avez rappelé aussi, c'est que dans ce monde où l'économie, tout le monde avait compris du moins
l'économie allait souffrir de cette épidémie. Donc il y a eu une partie de poker menteur qui n'est toujours pas fini entre la Chine, l'OMS, les États-Unis, l'Europe, etc. On a du mal à savoir qui donne des chiffres exacts, qui explique clairement ce qu'il a fait, qui transmet clairement le résultat de ses études, parce qu'il ne faut pas se tromper. Celui qui va trouver soit le traitement, soit le vaccin pour le Covid va engranger une véritable fortune. Donc est-ce que dans ces conditions, il est cohérent de penser qu'une équipe chinoise qui aurait trouvé un mode d'action spécifique du Covid-19 l'aurait transmis immédiatement à tous ses collègues américains ou européens? Je pense pas. Donc oui, dans un monde bisounours, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Compte tenu des retombées économiques d'une part et de la mauvaise hiérarchie de la science d'autre part, on est passé complètement à côté et il y a des gens qui continuent à croire à la théorie du complot. Certains disent que le virus est peut-être né à Wuhan dans un laboratoire chinois de virologie, peut-être. Vraiment, on est dans un flou complet et les différentes solutions qu'on nous propose, pour autant qu'elles sont viables, nous dérangent foncièrement et nous obligent à réfléchir chaque fois un peu différemment pour se demander est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Peut-être que cette théorie dont on parle maintenant va être battue en brèche dans 3 jours ou dans 3 mois par un autre mode d'action qui sera plus cohérent. J'ai aucune idée. Bien sûr, mais Olivier, en parlant de bisounours, il y a quand même des institutions internationales et qui nous coûtent très cher. L'OMS est une institution qui a exactement cette fonction. Et puis, si on leur dit que ce sont des bisounours, ils vont pas beaucoup aimer, mais c'est en fait ce que le président Trump leur dit. Il dit vous servez à rien. Mais si on avait justement un centre de recherche mondial dans le giron, par exemple, de l'OMS, qui pourrait avertir, qui pourrait avoir également une banque de données active avec des chercheurs qui suivent ces évolutions, et non pas en jeteur d'alerte, en médecin chinois que personne n'écoute parce qu'il n'avait pas les moyens de se faire entendre. Donc ce que je dis, c'est s'il y avait cette autorité supérieure qui était dans tel niveau qu'on ne pourrait pas la mettre en doute, qu'on pourrait la critiquer certes, ou ajouter des éléments à ce qu'elle nous dirait, mais c'est en fait le boulot, la fonction de l'OMS ou des sous-institutions de l'OMS de recueillir, d'être efficace et d'être pratique et de nous donner les outils de donner au monde les outils pour pouvoir se mesurer à un fléau de ce genre. Mais je pense qu'on a tous les deux raison et qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer, mais s'il y avait une signature forte d'un organe international comme ceux qui existent et qui coûtent énormément cher, des dizaines et des dizaines de milliards de dollars par année, je pense qu'on aurait pu éviter des morts et qu'on aurait peut-être pu, si ce n'est éviter, mais limiter le crash de notre économie en arrivant plus vite, parce que là, en arrivant plus vite à des hypothèses concrètes, parce que là, vous l'avez très bien expliqué, Olivier, on n'est pas dans une théorie du complot, on est dans une vraie hypothèse. Il faut la vérifier, mais cette hypothèse, elle tient l'eau parce qu'elle répond à la quasi-totalité des questions qu'on pouvait se poser jusqu'à maintenant au sujet de ce virus. Mais il y en a d'autres auxquelles on n'a quand même pas réussi à répondre. Par exemple, le fait que la pandémie est en recul partout dans le monde, aussi bien dans les pays qui ont rapidement pris des mesures de confinement que dans ceux qui n'ont rien fait et qui ont réagi mal ou tardivement ou décidé de ne pas réagir. Et on croyait aussi que le nombre de cas et des décès dépendait du moment où l'épidémie s'était déclenchée dans un pays. Or, on s'aperçoit que c'est pas vrai. On s'aperçoit que les bilans sont actuellement les mêmes en Italie, en Espagne et en France, alors qu'on sait que l'épidémie s'est déclenchée dans ces pays à des moments différents, notamment en Italie, je crois, 2 semaines avant la France, et on a les mêmes résultats et la même courbe, c'est-à-dire que la France, l'épidémie ne se déroule pas en parallèle temporel avec ce qui se passe en Italie, c'est-à-dire qu'elle devrait se terminer 2 semaines après l'Italie, mais
partout dans le monde, partout, quelle que soit la politique sanitaire qui a été appliquée par les gouvernements, eh bien, on est en période de décrue, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes infectées et de moins en moins de morts. Alors, je ne sais pas si vous avez une explication pour ça, mais par rapport à notre discussion de ce matin, eh bien, je me pose aussi la question, est-ce que cela a en lien possible ce comportement atypique de la pandémie avec la Prévotella? Alors, d'abord, effectivement, j'ai aucune explication simple à vous proposer pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le nombre de morts régresse régulièrement, quel que soit le mode d'action qui a été proposé par les différents gouvernements. Et le moment où les mesures de confinement, par exemple, ont été prises. Bien sûr. Mais ce qu'on voit par contre, c'est qu'à Singapour, par exemple, on est en train d'assister à une deuxième vague qui sera peut-être encore plus dangereuse que la première. Donc je pense qu'on pourrait comprendre clairement ce qui s'est passé uniquement quand l'épidémie sera terminée et quand on pourra dire voilà ce qui s'est passé à tel endroit, à tel autre, etc. Pour l'instant, j'ai aucune explication à la baisse du nombre de gens atteints ou de décès, en tout cas, qu'on retrouve à peu près partout. Et j'ai encore moins de possibilités de rapporter cette baisse à une quelconque action par la Prévotella. Je ne sais pas. J'ai pas d'idée géniale. Ben, c'est toujours bien d'entendre des gens, des grands spécialistes qui sont capables de vous dire par rapport à une question, je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui nous donnent des théories extrêmement complexes. Ça nous fait gagner du temps et c'est la preuve d'une grande honnêteté. J'ai une dernière question puisqu'on parle d'honnêteté. On a beaucoup aimé, les lecteurs ont plébiscité vos interviews, notamment dans les hôpitaux alsaciens, les interviews de responsables médicaux en Alsace quand ils étaient au pic de la pandémie, avec un langage justement très très droit, très direct. Pour la première fois, c'est la réaction qu'on a eue des lecteurs. Ben, ils savaient de quoi on parlait, et puis ils avaient une vraie idée, une vraie image de la catastrophe qui frappait la France, et non pas de cette image édulcorée, genre tout va bien, qu'ils peuvent voir tous les jours à leurs journaux télévisés avant et après. Et ça m'amène à ma dernière question de la matinée, Olivier. La France arrive maintenant au second rang au nombre des morts de l'épidémie, au second rang quotidien au nombre des morts de l'épidémie. Alors, elle est passée devant le Royaume-Uni hier, avant-hier, devant l'Italie et juste derrière les États-Unis, mais avec une population qui est à peu près 6 fois moins nombreuse qu'aux États-Unis. Et le président Macron a décidé de débuter le confinement le 11 mai prochain, quoi qu'il arrive. Et le déconfinement, oui, excusez-moi. Et les confrères français, les journalistes français ont l'air très satisfaits de l'évolution de la maladie. Donc ils sont dans un pays qui est le deuxième au nombre de morts par jour, et si on regarde leurs journaux télévisés, ils sont très positifs et ils sont présentés avec un grand sourire. Alors il y a quelque chose qui va pas, c'est aussi peut-être une différence de tradition journalistique ou d'environnement journalistique. On parle français mais on n'est pas français, on n'appartient pas à ce monde de la presse française. Olivier, est-ce nous qui avons manqué une case ou eux qui sont tombés sur la tête? Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème et chercher le mode de fonctionnement du système français, du moins des médias français. On abreuve les gens tous les jours, depuis 2 mois maintenant, d'un seul sujet, mais je n'ai rien entendu d'autres informations depuis 2 mois que ce fameux coronavirus. La façon dont on exprime les choses en France, à force de seriner les gens pour leur expliquer qu'on atteint le plateau, ça y est, on a dépassé le pic, etc. Quand on regarde les courbes en France, on a toujours encore le même nombre de morts depuis plusieurs jours maintenant, voire plusieurs semaines, très élevé, de l'ordre de 500 et quelques par jour. Mais on nous dit, c'est bon, le pic est passé, tout va bien. Quand on nous a expliqué 15 fois que le pic était passé et que ça allait mieux, qu'on allait pouvoir déconfiner, on occulte complètement le nombre de morts. Ça a plus d'importance. Il n'y a que les scientifiques ou les chercheurs qui vont prendre la courbe et se dire il y a un problème. On n'arrive
arrivé au plateau, on n'est pas encore descendu. Tous les autres voient les cours de Jérôme Salon tous les jours et écoutent le discours éminemment sympathique de Macron qui leur dit mais je comprends que vous en avez marre d'être confinés, on va essayer de vous sortir, notamment les enfants, les pauvres enfants défavorisés doivent retourner à l'école. À titre d'information, en Israël, quand on se retrouve face au même problème, parce que Netanyahu a eu la même réaction, au lieu de dire les enfants défavorisés doivent aller à l'école parce que sinon ils vont perdre encore par rapport aux autres, on a dit c'est pas grave, donnez-moi la liste des enfants qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, on va leur en envoyer un. Et je pense que ce genre de réaction est plus cohérente, mais quand on entend toute la journée un discours, on va dire, qui nous berce tranquillement en nous disant ça y est, on a bientôt atteint le maximum dans les EHPAD, il en meurt des centaines tous les jours, mais vous inquiétez pas, on a mis en place un système, vous pouvez aller voir vos parents sans aucun problème, ce sera fait. Il y a de moins en moins d'admissions dans les hôpitaux. J'ai pas entendu, pardon. Il y a de moins en moins d'admissions dans les hôpitaux, dans les services de réa, il y a de plus en plus de lits disponibles, sans expliquer qu'une des raisons qui fait qu'il y a des lits disponibles, c'est parce que ceux qui les ont quittés sont morts, avec ces chiffres importants. En fait, on nous endort. Et il n'y a pas que Pas nous, c'est-à-dire à la MENA, on n'endort personne, la preuve notre émission de ce matin, mais la presse française endort le public, je crois que c'est en fait. Ouais. De la même façon que Trump explique à tous ses concitoyens qu'il n'y a pas de problème, on est déjà arrivé au pic, elle n'a aucune idée, ça fait une semaine que les États-Unis sont atteints, mais avec des chiffres catastrophiques, mais Trump leur explique qu'on est déjà arrivé au pic, que ça va descendre et que l'économie va reprendre, et tout le monde est d'accord. Donc je pense que peut-être qu'on est de l'ordre de la prédiction réalisatrice, ou alors que tout simplement les politiques ont l'art d'endormir leur population et qu'ils arrivent très bien à gérer et à se faire accepter ensuite et faire accepter leur façon de voir les choses par le reste de la population. Olivier, je pense que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses et qu'ils auront entendu une émission importante dans leur compréhension de ce qui se passe dans la recherche, de ce nouvel espoir et également de la problématique incombant à cette pandémie. Il me reste en leur nom et au mien à vous remercier et à vous souhaiter, à vous Olivier, ainsi qu'aux auditeurs, de bien passer cette période difficile, de faire attention, tant qu'on n'a pas mieux, de bien respecter les mesures de séparation, de confinement, les masques, les distances, etc. Et dans l'espoir de vous rencontrer à nouveau pour une autre émission, et tous en bonne santé et tous au rendez-vous. Bonne journée à tous et merci encore une fois Olivier.